Bonjour et bienvenue dans Parole d'Histoire, une émission consacrée à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire, créée et animée par André Loez. Vous retrouvez tous les épisodes du podcast sur la chaîne YouTube de Parole d'Histoire et sur le site parolehistoire.fr. Cet été, vous pourrez rester en compagnie du podcast puisque toutes les semaines, à partir du 14 juillet, je vous propose une série d'émissions avec d'excellents spécialistes sur de grands assassinats politiques dans l'histoire, importants et parfois méconnus. Et vous retrouvez aussi dans le podcast Le Collimateur nos hot takes en histoire militaire, là encore toutes les semaines, on appelle ça le fil de l'été. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Pierre Verschuren. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en histoire contemporaine à l'Université de Franche-Comté. Vous venez diriger un livre qui vient de paraître aux éditions de la Sorbonne, Presse universitaire de Franche-Comté, et si j'ai bien compris aussi sur Open Edition. C'est aussi en même temps sur Open Edition. Donc on pourra en lire des chapitres ou votre belle introduction en ligne. Ce livre, donc c'est le livre que vous dirigez, c'est la thèse et le doctorat, socio-histoire d'un grade universitaire. Alors une première question, pourquoi s'intéresser à la thèse, sinon par pur nombrilisme universitaire? Qu'est-ce qui en fait un objet d'histoire? Qu'est-ce qui en fait un objet d'histoire? Alors, le livre, il est parti d'un étonnement, d'une part, parce que finalement, par peur d'être accusé de nombrilisme, il y a très peu de bibliographie. C'est le deuxième livre sur la question. Le précédent était de Claude Joly et Bruno Neveu. D'ailleurs, je vous incite à le lire, hein, mais il a 36 ans. Alors voilà, on fait tous des thèses. Enfin, on fait tous des thèses. Non, on fait pas tous des thèses, mais dans le métier, disons. Dans le métier, disons, voilà, il y a les universitaires sont à être passés par là. Et finalement, quand on réfléchit un peu de manière réflexive, puisqu'il paraît que nous, les universitaires, nous sommes vachement réflexifs, en fait, on a très peu de biblios. En 2 jours, vous êtes à la pointe de la recherche mondiale, hein, même à l'échelle mondiale. Là, c'est pas quelque chose de spécifique sur les historiens français. Hein. Il y a un très respectable collègue qui s'appelle Ku-Ming Chang qui fait un peu la même chose que nous à Taïwan. Et puis voilà, on a fait le tour. Il y a 30 ans, 40 ans, il y avait Renate Simpson en Grande-Bretagne. Et puis voilà, là, je vous ai fait la bibliographie. On n'a même pas de choses vraiment concluantes sur le PhD américain, hein, dont on parle souvent comme un modèle, etc. En réalité, on n'a pas grand-chose. Donc déjà, il y a ça. Il y a un étonnement quand on travaille sur la profession de scientifique, le scientifique comme métier, de finalement cette étape-là, auquel on passe un peu tous, finalement fait tellement partie des murs, les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés en fait, et finalement, il y a un peu cet effet-là, alors que quand on est doctorant, on sent bien qu'on est dans des cadres institutionnels qui ont un impact direct sur la science qu'on produit, le savoir qu'on produit. Il y a quelque chose de ce type-là derrière. Donc c'était pour essayer un peu d'un peu plus y comprendre. Et puis ce que je dis toujours, c'est que ma génération d'historiens des sciences, des savoirs de manière générale, on est arrivé à un moment où il fallait en gros qu'on choisisse un sujet de thèse, c'est le cas de le dire. Au moment de la LRU, au moment juste avant, il y avait la mise en place du LMD. Donc il y avait énormément de débats sur les structures institutionnelles. Alors si les personnes qui nous écoutent ne connaissent pas ces sigles, c'est normal. Ça veut dire que vous n'êtes pas dans l'enseignement supérieur de la recherche. Et à la limite, tant mieux pour vous. Mais c'est les grandes réformes qui ont été mises en place dans le courant des années 2000-2010 et qui ont profondément transformé et par beaucoup de côtés dégradé le paysage institutionnel dans lequel on travaille. Oui, le paysage institutionnel, mais finalement la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que ça a un impact sur la science qu'on produit? C'est-à-dire que est-ce que quand on transforme les institutions, ça a un impact sur la science qu'on produit? Et on se dit, parce que si ça n'a pas d'impact sur la science qu'on produit, finalement ils peuvent réformer tout ce qu'ils veulent. Et donc là, moi je n'étais pas satisfait par l'historiographie où finalement on s'intéressait beaucoup à la construction sociale de notre savoir, comment la société pèse sur la construction du savoir, et ça c'est très intéressant, mais finalement à l'échelle méso, entre la société et le savoir, il y a l'institution, et comment l'institution elle peut avoir un impact sur le savoir, ça je trouvais vraiment pas grand-chose. Et puis j'étais pas tout seul, hein, pour tout dire, le début du travail sur le doctorat, parce que ma thèse n'est pas une thèse sur le doctorat. C'était sur les physiciens. C'est sur les physiciens et les chimistes de 45 à 68. Et après, en sortant de là, en fait, comme tous les bons projets, hein, cette d'histoire du doctorat est née d'une bière qu'on buvait avec un collègue, Arnaud Desvignes d'ailleurs, qui est dans les collaborateurs. Et donc c'est pour ça que le livre, c'est le numéro 1664 dans la collection des presses de Franche-Comté. C'est calculé. D'accord, tout s'explique. Ouais, non, on buvait une bière, et lui aussi, pour son objet sur les réformes universitaires après 68, on se rendait compte, voilà, il y a une espèce de psychose, par exemple, sur la mort du doctorat d'État, en particulier pour parler de sa période à lui. Mais en fait, finalement, qu'est-ce que c'est un doctorat d'État? Et pourquoi est-ce que c'était aussi pesant sur les gens, alors que quand on lit la réglementation, elle est très légère, on n'en savait pas grand-chose, et donc, on était sortis de notre bière pas très contents sur l'état de l'historiographie.
Et puis, il y a eu cette opportunité de travailler avec la bibliothèque de la Sorbonne qui, eux, ont un fonds complet des thèses de doctorat soutenues en France au XIXe siècle, donc quasi complet à 2 thèses près, enfin, bref. Et donc, on a saisi l'opportunité avec Arnaud. Alors bon, lui, après, il a un peu plus travaillé sur d'autres choses, donc il a produit un article dans le truc, mais c'est surtout moi qui me suis retrouvé à battre le rappel. Pour essayer au moins de faire le point sur toute une série de questions qu'on s'était posées. Ça date de quand un directeur de thèse ? Pourquoi est-ce que les thèses sont aussi grosses ? Pourquoi est-ce qu'il y a ce modèle de thèse à la française qui, quand on est historien, nous pèse dessus ? Visiblement, pendant une soutenance, le plus beau compliment qu'on puisse vous faire maintenant, c'est que votre thèse, c'est presque une thèse d'État. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait ? Et ça, c'était ça qu'on avait voulu un peu explorer. Alors, je signale aux personnes que ça intéresse qu'on a fait une émission sur les thèses, mais du côté vécu des jeunes chercheurs et chercheuses. C'était en janvier 2024, dans l'épisode 320 du podcast. Ça s'appelle Thèse toute neuve. Et donc, juste après leur soutenance, on a eu 7 collègues qui sont venus raconter un petit peu comment c'était vécu. Effectivement, du côté de l'institution, on apprend énormément de choses en lisant l'ouvrage que vous dirigez. Alors, le livre s'appelle « La thèse et le doctorat », pas la thèse de doctorat. Pourquoi cette distinction ? Pourquoi cette distinction ? Parce qu'il y a des comment dire, il y a des choses qui changent sur ce que c'est qu'un doctorat et il y a des choses qui changent sur ce que c'est qu'une thèse qui ne vont pas forcément ensemble. Je prends juste un exemple très très concret. À l'origine, pour avoir un doctorat, il faut 2 thèses. Voilà, il faut les décrets de 1806-1808. C'est pour une thèse de doctorat ès-lettres, c'est une thèse en français sur la littérature ancienne ou moderne, ce qu'à l'époque napoléonienne on appelait ancienne ou moderne. Moderne, ça veut dire XVIIe siècle. C'est extrêmement restreint. Et une thèse latine en philosophie. Vous n'avez pas le choix de la discipline, même si vous voulez être historien. Voilà, Michelet, il fait une thèse latine en philo et une thèse française de littérature ancienne. Et pour avoir un doctorat. Donc déjà, il y avait la relation qui aujourd'hui nous paraît une relation d'égalité. Tu as une thèse, donc tu as un doctorat. C'était pas évident depuis le début. Et ça faisait partie finalement des questions. Pourquoi est-ce qu'on a demandé 2 thèses au début ? Pourquoi maintenant on n'en demande plus qu'une ? Et même là, je vous prends juste le doctorat ès-lettres, mais quand on prend, ce qu'on montre bien l'article de Jean-Paul Barrière dans le livre sur le doctorat en droit, très tard, jusque dans les années 1850, le doctorat en droit, c'est 10 thèses. Mais aucune des thèses n'est rédigée. C'est une liste de 10 questions que vous proposez de défendre face au jury. Et c'est ça une thèse au sens médiéval ou au sens de l'histoire moderne. Les thèses de Luther, c'est des questions qu'il s'agit de défendre. Et donc finalement, voilà, la distinction entre les deux, c'est aussi comment la thèse est devenue la thèse de doctorat telle qu'on la pense maintenant. Puis en plus, comment dire ? Intituler ça « La thèse de doctorat » aurait été se concentrer uniquement sur le contenu, sur les pages, en fait, les pages écrites, le contenu, faire une histoire internaliste, ce qui est en partie ce qu'on a fait d'ailleurs, mais pas uniquement. En mettant la thèse et le doctorat, on voulait mettre en avant le côté savant, le côté production de savoir, et doctorat, c'est le côté institutionnel, c'est le côté juridique, c'est qu'est-ce que ça vous offre comme droit d'avoir ce titre-là. On peut, et ça a été jusqu'aux années 1830, c'était faisable, on peut être docteur sans thèse, puisque c'était le ministère pouvait donner comme ça le titre de doctorat, enfin le ministre pouvait le donner le titre de docteur à qui, en gros, il souhaitait. Bon, il était censé y avoir des règles du jeu, mais bon. Et donc voilà, égaliser les deux, c'était prendre la situation actuelle comme ayant de tout temps existé, ce qu'adorent faire les universitaires, mais en fait, pour moi, c'est un objet intéressant, la thèse de doctorat, parce que c'est le cas typique où on a les mêmes mots. On parle de thèse dès le début du 19e, on parle de doctorat dès le début du 19e siècle, mais en fait, ça recouvre des choses extrêmement différentes. Et que ce n'est pas la peine que la réglementation change pour que les pratiques des universitaires changent. D'ailleurs, ce qui est intéressant dans l'histoire de la thèse et du doctorat, c'est qu'on voit que les pratiques changent, et puis après, avec 10 ans de retard, le ministère se dit « Tiens, ce serait bien si on réglementait ce que ces gens font ». Donc voilà, l'intérêt de complexifier le regard en fait. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez dit il y a les mêmes mots depuis le 19e, on pourrait même dire les mêmes mots depuis le 13e siècle. Parce qu'en réalité, il y a une double illusion qui serait l'illusion que ça n'a pas bougé depuis le Moyen-Âge, depuis les thèses des docteurs en scolastique, ou enfin en théologie plutôt, mais qui avaient la méthode scolastique, ou que ça n'aurait pas bougé, que ça aurait toujours été comme c'est aujourd'hui. Mais en fait, entre les deux, évidemment, il y a toute une série de césures, dont une majeure que vous repérez, vous avez commencé à en parler avec les décrets de 1806-1808, c'est cette période
napoléonienne, où en gros, voilà, tout le système ancien est mis à bas, on va entièrement le rebattre, et du coup, faire une thèse n'est plus seulement, plutôt devenir docteur, n'est plus seulement vérifier que l'université vous juge capable de bien reproduire ce qui a été dit avant vous par vos illustres prédécesseurs, mais c'est apporter du nouveau. Comment est née cette idée qu'une thèse devait avoir quelque chose de neuf, d'original, qui est aujourd'hui quand même un des éléments de l'ADN de l'exercice? Tout à fait. Alors pour l'instant, il y a un certain nombre de choses en particulier dans ce que j'ai pu faire dans ce livre, je défends, mais ce sur quoi je veux insister, c'est qu'on n'est pas à l'étape de la synthèse, donc on est à l'étape de la démonstration et de la réflexion. Parce que pour le dire assez vite, qu'est-ce que disait globalement l'historiographie jusqu'à maintenant, c'est que jusqu'à la Troisième République, globalement, on avait une insistance fondamentale sur la partie rhétorique, que c'était beaucoup de développement brillant sur des lieux communs, et puis qu'en s'inspirant des thèses allemandes, on serait passé à un modèle érudit. Disons, au début de la Troisième République, je vais très vite, mais c'est ce qu'on trouve déjà chez Louis Liard à la fin du XIXe siècle, parce qu'on a toute une série d'universitaires à la fin du XIXe siècle qui défend l'idée que c'est eux qui ont transformé la chose. Quand on regarde un peu plus finement, on se rend compte que ça commence déjà à partir des années 1830 pour une série de facteurs. Pour moi, l'un des facteurs principaux est assez sous-estimé. C'est la décision à partir de 1827. Enfin, vous savez qu'on est en régime de suffrage censitaire dans ces années-là. Donc, le droit de vote est réservé d'abord à des gens qui ont du patrimoine. Et puis, on est sous Guizot. Guizot dit oui, ce serait bien que les gens qui ont des capacités, pas forcément de patrimoine, mais qui ont des capacités aient le droit de vote. Et il s'avère qu'on décide à partir de 1827 de donner tout d'abord le droit de participer à un jury pénal aux gens qui ont un doctorat en médecine et en droit. Et puis vu qu'on fait de médecine et droit, on fait aussi sciences et lettres, donc on y a affaire. Donc à partir de 1827, obtenir un doctorat ne donne plus seulement des droits académiques, ça donne aussi des droits politiques. C'était le bon temps, on était docteur. On avait le droit, 27, c'est le droit de siéger dans un jury pénal. Mais en 31, on pouvait voter au conseil municipal. Et en 31, voilà, on peut voter au conseil municipal. Et alors évidemment, ça change quelque chose. Ça change quelque chose, parce qu'on parle d'une période où dans une ville, je sais pas, comme Besançon, il y a 40 électeurs. Donc d'un coup, ça peut potentiellement en faire plus. Ça veut dire d'un coup que le ministère ne peut plus s'amuser à donner des doctorats à qui il veut, parce que vous imaginez, d'un coup, il peut décider de nommer 50 électeurs. Donc politiquement, c'est impensable, même sous la monarchie de Juillet. Donc on va commencer à être plus regardant sur l'attribution des doctorats. Et puis les jurys sont de plus en plus exigeants. On voit des thèses qui font de plus en plus de pages. Et en particulier, il y a cette dimension-là politique. Et puis il y a le rôle d'un acteur central, Joseph-Victor Leclerc, qui dans les médaillons de la Sorbonne est celui que tout le monde a oublié, mais qui a été doyen de la Sorbonne pendant 30 ans. Vous imaginez que c'est la personne qui a été doyen. Il a survécu à tous les changements de régime des années 1830 à 1860, pas de problème, la République y reste. Et lui, c'est un peu un érudit à l'ancienne, on le voit, en plus on a une grande chance archivistique, à partir de 1840, le ministère demande à ce qu'il y ait des rapports de soutenance. Donc on peut voir les exigences de plus en plus fortes dans les rapports de soutenance, et on voit que le doyen Leclerc en demande de plus en plus à ses docteurs, aux candidats doctorats, puisqu'à l'époque, le doyen décidait de qui soutenait ou qui ne soutenait pas. Donc là, je pense qu'il y a peut-être le modèle allemand. Et c'est la question que j'allais vous poser, parce qu'on sait que pratiquement tout ce qui est la construction de l'université au 19e est né d'une manière ou d'une autre en Allemagne, avec une série de renouvellements très importants, et que la France, ensuite, après la défaite de 1871, a voulu à toute force essayer de rattraper le modèle sur lequel elle pensait avoir du retard. Donc est-ce que l'invention allemande d'un modèle de chercheur dans le cadre du séminaire et d'un modèle de docteur a pu jouer? Là, c'est la grande question. La question à 1000 Deutschmark. La question à 1000 Deutschmark. Parce qu'on pourrait dire que oui, en un certain sens, si on lit au premier degré des gens comme Victor Cousin, on peut se dire que c'est la troisième cause. Il y a la politique, il y a les droits civiques, il y a la question deuxième, il y a le rôle des acteurs, de Leclerc, de Cousin, de sa génération de 1830, et puis il y a ce modèle allemand. Moi,
mon grand questionnement, c'est dans quelle mesure le modèle allemand joue pas un peu le même rôle qu'aujourd'hui le modèle entre guillemets anglo-saxon, c'est-à-dire que l'Allemagne de cette époque-là, en fait, les universités sont très diverses, puisque l'Allemagne n'est même pas unifiée. Enfin, je veux dire, les universités sont très diverses, ont des façons d'attribuer le doctorat qui sont très diverses. Et donc, c'est très facile quand on est un réformateur dans un pays de dire oui, mais il y a un endroit en Allemagne où ça se passe comme ça. Et donc, de parler, d'utiliser l'Allemagne comme argument rhétorique, comme aujourd'hui, on peut trouver n'importe où aux États-Unis pour justifier n'importe quelle réforme, un endroit où il y a une université qui fonctionne de la façon qui nous arrange. Oui, comme on parlerait du modèle scandinave d'un point de vue pédagogique, voilà. Alors que les choses sont différentes entre les différents pays et à l'intérieur d'entre eux. Et là, finalement, on bute pour moi sur cette question-là qui est... Je vous parlais de défauts de l'historiographie. Sur les thèses allemandes, on ne sait pas grand-chose en réalité. Les thèses de Berlin, parce qu'en fait, quand on parle de modèle allemand, c'est le modèle humboldtien, qu'on appelle humboldtien du nom du fondateur, de la figure de proue de l'université de Berlin telle qu'elle est refondée en 1810. Mais d'ailleurs, c'est marrant, elle est refondée en 1810. En France, on recrée un système quasiment la même année. On recrée les facultés la même année. Donc, il y a une synchronicité qui serait à étudier. Et il y a peu de travaux. Il y a William Clark, l'ouvrage de William Clark en 2004, mais qui finalement s'arrête juste avant. Et donc voilà, pour moi, ça fait partie des choses qui resteraient encore vraiment à travailler. C'est-à-dire, on a de la rhétorique des acteurs. Mais je pense aussi que l'historiographie s'est beaucoup laissé prendre par cette rhétorique des acteurs. C'est facile de dire, d'utiliser le modèle allemand. Je donne juste un exemple qui, pour moi, à mon sens, justifie mon scepticisme, si on veut. C'est le cas des maîtres de conférences. En France, les maîtres de conférences, ça n'existe pas. Enfin, ça n'existe pas dans les universités, dans les facultés, jusqu'en 1877. Et en 1877, on crée le corps des maîtres de conférences en France en expliquant officiellement que ce qu'on veut faire, c'est des Privatdozent à l'allemande. Sauf qu'en fait, ce qu'on crée en maître de conférence, c'est pas du tout des Privatdozent. Un Privatdozent, c'est pas payé, alors que nous, les maîtres de conf, on les salarie. Pour l'instant. Oui, pour l'instant. Ils sont beaucoup plus autonomes que les Privatdozent, en particulier. Ils sont recrutés par le ministère, alors que les Privatdozent ne sont absolument pas recrutés par le ministère. Et par contre, des maîtres de conférences, ça existait en France, à l'école normale. Et donc, en fait, ce qu'on présente comme étant une inspiration du modèle allemand est en fait une généralisation du système de l'école normale supérieure et en introduisant le système des conférences. C'est pour ça qu'on appelle ça un maître de conférence, et pas vraiment des séminaires. Mais politiquement, c'était difficilement présentable comme ça auprès des universitaires, leur dire, écoutez, il y a une grande école, vous allez faire tous comme la grande école. Non, on leur dit, vous allez faire comme les Allemands. Ça, ce cas-là me rend suspicieux de l'argument allemand. Je pense que ça peut jouer, mais je pense que on peut pas, et ça, on l'a bien vu, toute l'histoire transnationale le montre, la diffusion toute seule de modèles comme ça, sans acteurs, sans réappropriation, ça n'existe pas. Il y a des réappropriations, et finalement, je pense que c'est un argument. Pour un autre cas, pourquoi s'inspirer du modèle allemand? Sinon, on a Oxford et Cambridge, et on aurait pu dire, Oxford et Cambridge, ça marche assez bien, on aurait pu imaginer un modèle anglais. Personne n'a fait ça. Donc... On voit à quel point c'est intéressant de complexifier cette histoire et de ne pas dérouler quelque chose qui serait purement linéaire, de l'inspiration napoléonienne jusqu'à l'apothéose pécressienne. Je ne sais pas ce qu'il faudrait trouver, mais en tout cas, voilà, sur 2 siècles comme ça, quelque chose qui se déploierait. Et notamment, une chose intéressante en vous lisant, c'est de voir qu'au cours du 19e, la thèse, et même encore au 20e, la thèse, il y a des gens qui résistent à l'idée que le doctorat, c'est le bon modèle et c'est la bonne manière de valider à la fois des compétences, des savoirs, des postes. À la fois parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de doctorat et qui ont des capitaux à préserver, donc par exemple des académies ou des écrivains qui disent, pourquoi j'irais faire un doctorat à l'université alors que j'ai un prestige intellectuel qui passe pas par la thèse. Et puis aussi parce que même à l'université, il y a des gens qui disent, mais attention, la thèse, c'est un truc ultra borné, ultra normé, ça va étouffer tout le monde. Il y a une belle citation de Tolkien que vous mettez dans le livre, en 1959, qui dit la thèse, c'est la dégénérescence de la véritable curiosité et de l'enthousiasme en une économie planifiée. Alors oui, il y avait peut-être un peu d'antimarxisme au passage, c'est l'époque qui voulait ça, mais en tout cas, cette idée d'une économie planifiée du savoir, il y a plein de gens qui sont rétifs, encore aujourd'hui d'ailleurs, qui disent, voilà, la thèse, ça bride la créativité, le talent, l'enthousiasme. On a des très bons chercheurs, mais ils ne peuvent pas rentrer dans le moule de la thèse, etc. Donc, c'est pas quelque chose qui se fait sans résistance. Ah non, c'est pas du tout quelque chose qui s'est fait sans résistance. Même quand je vous parlais du rôle de Leclerc pour convertir
on dirait aujourd'hui les doctorants, mais pour convertir les candidats à l'érudition, on voit bien qu'on a un certain nombre de candidats qui préfèrent soutenir en province, en particulier à Caen, concrètement, parce que ce sont des facultés qui sont plus dans l'ancien système, qui met plus en avant la soutenance elle-même plutôt que la thèse, donc le brillant oral et ce genre de choses-là. Et de fait, hein, d'ailleurs, Tolkien lui-même n'est pas docteur, il parle de machine à saucisses pour parler des doctorats, et de fait, en Grande-Bretagne, la banalisation du doctorat est très très tardive. Dans les mémoires, c'est un aspect amusant des mémoires d'Eric Hobsbawm, où il explique que lui, il a passé un PhD, et que tous ses camarades de Cambridge lui disaient « Mais pourquoi tu fais ça ?» Et lui, il explique qu'en fait, il fait ça parce qu'il est apatride et communiste et juif. Et donc, voilà, c'est le seul moyen d'essayer de contrebalancer avec un petit peu plus de surplus de capital académique pour lutter, pour contrebalancer ça. Et ses camarades lui disent, mais c'est un diplôme pour étrangers, c'est un diplôme pour américains à la limite, mais c'est pas un diplôme pour britanniques. Donc, il y a des résistances. En France, de la même chose, hein, le PHE, par exemple, ou le Collège de France. Alors maintenant, je ne sais pas s'il reste encore des professeurs au Collège de France non docteurs, mais Bourdieu n'était pas docteur, Roland Barthes ne l'était pas non plus, parce que même le système français, avec cette canonisation de la thèse par la Troisième République, qui en a fait une espèce d'œuvre, enfin, c'est pas d'ailleurs le ministère lui-même qui l'a voulu, hein, c'est les universitaires eux-mêmes, on est toujours nos pires ennemis. Mais cette canonisation de la thèse, il y a toujours eu des failles par lesquelles on pouvait passer à côté si on arrivait enfin voilà, le problème c'est qu'il faut arriver à le montrer, ce brillant. Il faut trouver une occasion de le montrer, et c'est pas forcément si facile. C'est pas forcément si facile. Ce que vous disiez sur le modèle des académies, et là aussi ça fait partie des aspects qu'il faudrait creuser, parce que on voit bien au 19e siècle, à l'origine, pourquoi les thèses sont aussi courtes au 19e siècle, parce que la valorisation savante, elle n'a pas besoin de la thèse, elle se fait dans les académies. Et progressivement, on a un recul de la valorisation savante et des prix des académies. On a un recul progressif et qui est parallèle au développement des thèses. Alors, est-ce qu'il y a un lien entre les deux ? Je donnerais cher pour le savoir. Moi, j'ai quand même l'impression qu'on a... C'est peut-être la quatrième cause de monter ce que j'appelle la montée en érudition des thèses. Avec la création de l'école française d'Athènes en 1846, puis des écoles françaises de Rome, les étudiants qui partent à Athènes ou à Rome doivent écrire un mémoire pour l'Académie des inscriptions et belles-lettres, qui doit être un bon mémoire d'érudition, etc. Et visiblement, il apparaît une pratique où ils prennent ce mémoire après, ils l'amènent à les inscriptions et belles-lettres, puis après, ils le soumettent à un jury de faculté pour faire d'une pierre deux coups et pour récupérer un doctorat. Évidemment, si vous n'êtes pas parti à Athènes ou à Rome et que vous espérez quand même faire carrière, il faut vous aligner. Et ça resterait encore à prouver. Je suis désolé, hein, j'ai quand même beaucoup de réponses qui sont il y a encore du taf. Et ça, je pense que ça a pu jouer dans la course aux armements, en fait. Hein, dans la course aux armements, parce qu'en fait, ces doctorants-là, pour donner une idée, sur tout le 19e siècle, on a 1000 docteurs. Et disons, il y en a à peu près la moitié qui trouvent un poste. Donc, il y a quand même, à un instant T, je pense qu'ils se connaissaient tous, au moins de nom. Et donc, il y avait une concurrence beaucoup plus directe entre candidats. Et je pense qu'ils se regardaient beaucoup plus les uns les autres sur il a rendu de volume, il faudrait que je fasse au moins autant. Il y a cet aspect-là qui fait une espèce d'inflation non voulue et non contrôlée, parce que dès 1903, le ministère se plaint en disant la thèse, c'est censé être la première œuvre d'un savant et pas la dernière. Et ce que vous nous envoyez là, chers candidats, c'est souvent la dernière. On sait bien que vous en ferez plus d'autres, parce que là, ça fait 20 ans que vous travaillez. Donc, il y a pour moi, le doctorat est un bon cas je lis encore, des universitaires qui sont leurs pires ennemis. C'est dans j'allais dire, le bouquin frère de celui-là, qui est celui le livre d'itinéraire sur l'histoire de l'HDR. Il y a un entretien avec Patrick Boucheron où il parle du droit imaginaire des universitaires qui s'imposent des règles qui sont écrites nulle part. Et je crois que dès le doctorat, en fait, les universitaires se créent du droit imaginaire. Et finalement, ça, en travaillant sur l'histoire et la sociologie de doctorat, on travaille sur ce droit imaginaire. Pour ça que je pense, encore une raison de plus, que ça dépasse le nombrilisme. C'est aussi il y a quelque chose de théorique là-dedans sur comment apparaissent des normes dans un champ social, parfois contre l'État, en fait.
Comment elles apparaissent, comment elles disparaissent aussi. Oui. 1903, vous venez de mentionner cette date, c'est la date aussi à laquelle on dit c'est plus la peine de faire une thèse en latin. Ouais. Les générations d'avant en ont fait. Jaurès a fait une thèse en latin. Voilà. Et puis les générations d'après, Bloch ne fait pas de thèse latine. Non. Bloch aurait encore pu. Hein. La dernière thèse latine est soutenue en 1933. Et ça, c'était vraiment les motiver. C'était vraiment les motiver. Et d'ailleurs, donc j'oublie son nom, mais c'était une thèse sur Virgile. Virgile n'a pas spécialement fait carrière derrière, et il l'a soutenu à 60 ans. Enfin, c'était quelqu'un qui juste un peu voulait faire son show, je pense. Mais il y a quelques, j'allais dire quelques cinglés. Hein. Au 19e siècle, on en a 3 qui soutiennent des thèses en grec. Ce qui est complètement contre les règlements, mais les jurys disent ah ouais quand même fort, et donc autorisent quand même la soutenance en se disant bon quand même thèse en grec, moi en tant que jury je m'y sentais pas. Donc oui ça, là il y a une transformation en 1903, mais qui est aussi liée à l'évolution des sujets. Parce qu'on le voit bien dans les rapports de thèse des années 1870-1880, les sujets de thèse se diversifient. Et ça implique des néologismes. Typiquement, la thèse de Jaurès, il faut parler de Marx, mais en latin, c'est un problème. Ça implique des barbarismes, etc. Ça pose souvent des problèmes. Et, alors que la thèse latine, elle a été mise en place pour démontrer ce qu'on appelle à l'époque la latinité, c'est-à-dire la capacité à écrire un latin cicéronien, autant cicéronien que possible. Sauf que là, à partir du moment où les sujets sont extrêmement lointains de ce que Cicéron aurait pu imaginer, l'exercice perd de son intérêt, clairement. Vous avez mentionné plusieurs fois les 3 lettres fatidiques en anglais, PhD. Ça vient d'où ? Apparemment, ça date de 1861 que cet acronyme est né sous cette forme. Ça vient d'où et qu'est-ce qui en fait quelque chose d'aussi répandu pour que ça s'impose, ça devient presque une norme dans le monde contemporain ? Alors, c'est une vaste question, mais au moins à l'origine. Alors, il faut remonter un peu avant, parce que on revient au modèle allemand. Hein. En fait, on remet même encore avant, puisque quand on prend le système d'Ancien Régime, c'est pour ça que je pense qu'il y a des circulations entre la France et l'Allemagne qui datent de bien avant. Je vais y arriver. Sur l'Ancien Régime, il n'y a que 3 facultés où vous pouvez être docteur. Vous pouvez être docteur en médecine, vous pouvez être docteur en droit, vous pouvez être docteur en théologie. Mais vous ne pouvez pas être docteur S.Art, c'est-à-dire la faculté des arts, la faculté, aujourd'hui, on dirait des sciences ou des lettres. Vous êtes maître S.Art. C'est en dessous. Parce que d'abord, vous faites la faculté des arts, et puis après, vous allez dans les 3 facultés supérieures. C'est la faculté... progressivement en Allemagne à la fin du XVIIIe siècle, et puis c'est vraiment à Berlin qu'on n'est plus maîtresse art, d'ailleurs maîtresse philosophie, puisque eux, ils parlaient de philosophie pour parler d'art, mais on est docteur en philosophie. Que la faculté de philosophie donne des doctorats. Ça, c'est les Allemands qui commencent à le faire. Et en France, on fait la même chose, mais en séparant, en coupant en deux la faculté des arts, en ayant d'un côté la faculté des êtres et la faculté des sciences. Et donc, pour ça qu'apparaissent doctorat S lettres, doctorat S sciences. Mais c'est les Allemands qui créent le doctorat en philosophie. Il s'avère que les collèges américains, les universités américaines envoient énormément d'étudiants se former en Allemagne jusqu'en 1914, pour toute une série de raisons qui sont liées au séminaire, etc., dont vous parliez, et puis à un prestige qui s'amorce très tôt et puis qui s'auto-entretient finalement. Et donc, progressivement, au début du XIXe siècle, si on veut faire une carrière aux États-Unis comme universitaire, il faut avoir un doctorat allemand. Mais ce doctorat, il s'appelle Philosophiae Doctor. Et donc, quand Yale, en 1861, décide de donner des doctorats aussi pour que des étudiants puissent avoir un doctorat indigène, il l'appelle Philosophiae Doctor. Et ça va se généraliser à partir de cette importation-là, mais c'est le mot qui circule. C'est le mot qui circule. Après, ce qui est amusant, c'est quand par exemple, les Britanniques décident, parce qu'ils se disent, mais pourquoi nous, on n'a pas les étudiants américains ? Ils partent en Allemagne, mais en Allemagne, on parle allemand, ils pourraient être en Grande-Bretagne. Donc, ils vont créer un doctorat, qu'ils vont appeler PhD aussi, sauf Oxford qui décide de faire son malin et de l'appeler DPhil pour se distinguer. Et encore aujourd'hui, à Oxford, si vous passez un doctorat, vous n'avez pas un PhD, vous avez un DPhil. Donc ça se joue dans la concurrence enfin, on essaye de faire un champ, parce qu'on a des circulations d'étudiants à cette échelle-là, donc on va utiliser le même mot. Mais ça recouvre des choses qui sont très différentes. Est-ce que vous avez ce qu'on appellerait aujourd'hui un programme gradué ? Est-ce que vous avez des cours de PhD ? Ou est-ce que ça, c'est ce que vous avez dans le système
dans le système américain, parce que c'est quoi une université américaine au XXe? C'est vous prenez un collège britannique et dessus vous mettez une université allemande. Donc vous appelez ça PhD. En France, il faut attendre les années 1950 pour qu'on ait des cours dont ce qu'on appellerait formation à la recherche. Sauf le PHE, des trucs à part. C'est ça le PhD. Mais finalement, c'est aussi un mot trompeur, parce que encore aujourd'hui, d'une université à l'autre, américaine à l'autre, ce qu'on appelle un PhD peut changer radicalement. En Grande-Bretagne, c'est 3 ans. Dans les universités américaines, de manière générale, vous n'êtes pas limité en nombre d'années. Parfois, c'est 7 ans, grand maximum, etc. Il ne faut pas se laisser tromper par ce mot-là. Et je pense que c'est peut-être un des messages principaux du bouquin. C'est-à-dire qu'il y a un tampon sur le diplôme, mais ce tampon est un argument marketing, pour le dire trivialement. Alors, vous avez dit plusieurs fois qu'il restait du travail. Vous avez dit aussi qu'il y avait un certain nombre de documents pour ça. Et de fait, en regardant l'ouvrage et la manière dont il s'est construit à travers aussi un projet collectif, site internet, travail collaboratif, etc., on se rend compte qu'il y a des matériaux, même considérables, parce que une thèse, et ça a une particularité, c'est que ça génère à la fois son propre texte, qui souvent est conservé, notamment à la Sorbonne, mais ça génère aussi toute une littérature grise de listes de docteurs, listes de candidats, rapports de soutenance, etc., etc. Et du coup, il y a des matériaux, y compris des matériaux qui permettent d'entrer parfois jusque dans les interactions des gens qui sont en situation de décerner ou pas des grades. Donc voilà, à quoi ressemblent ces massifs documentaires ? C'est aussi l'une des raisons pour laquelle le sujet n'a pas été tellement tant étudié que ça, c'est que les massifs documentaires sont assez dispersés. Il y a 10 ans pour lesquels on a de la chance, de 1890 à 1901, où tous les rapports de thèse de la Sorbonne sont bien conservés dans un joli registre, bien tranquille, bien pépère aux archives nationales. D'où l'article très utile d'ailleurs, un fondateur pour nous de Gérard Noiriel dans Genèse, qu'il a après fondu dans la crise de l'histoire, qui part de ce corpus-là. Mais pour avant ou pour après, souvent, pas toujours, parce que sinon ce serait pas drôle, pour retrouver les rapports, il faut trouver les dossiers de carrière. Et donc après, par le jeu d'aller pister les dossiers de carrière. Ce qu'on a fait, ce qui a beaucoup aidé au livre, c'est ce projet S-Lettres qu'on a fait en partenariat entre la bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne et mon laboratoire, le centre Lucien Febvre, à l'université de Franche-Comté, qui a été financé. Donc on a obtenu un financement du GIS Codex Percé qui, d'une part, voulait et nous a aidé, et le fait encore, à numériser les thèses et puis aussi à pister tous ces documents, à en numériser autant qu'on pouvait. Pour l'instant... Si les auditeurs ont des rapports qui les intéressent, le plus simple est de m'envoyer un mail pour que je vous envoie une photo, parce que pour l'instant la numérisation est assez complexe. Pour les thèses, c'est beaucoup plus facile parce que c'est des sources imprimées. Mais on a ces massifs documentaires, et puis ce qui est amusant d'ailleurs dans ce dossier documentaire, j'y insiste, à partir des années, le rapport de thèse est créé en 1840, c'est écrit par le doyen. Puis à partir de 1860, on sent que le ministère n'a plus confiance dans les doyens et donc envoie un inspecteur général faire un contre-rapport. L'inspecteur général est dans la salle, il n'est pas membre du jury, et il fait un contre-rapport expliquant si le jury a bien jugé ou si le jury a mal jugé. Et ça, pour l'historien, c'est évidemment du pain béni parce qu'on a le point de vue de l'État, de la personne qui incarne l'État en l'occurrence, et le point de vue des savants, et comment est-ce que les deux peuvent aller ensemble. Alors, dans l'article qu'on a dans l'ouvrage sur la soutenance d'Émile Durkheim, là, on a de la chance parce que l'inspecteur en question, qui s'appelle François Thommy-Perrins, est complètement d'accord avec le jury. Donc, c'est assez rassurant. Mais ce qui est aussi intéressant dans le rapport de l'inspecteur, c'est qu'on a le rapport du point de vue de l'employeur. Et donc, on a toute une description, par exemple, physique des candidats. Alors, c'est pas le cas de Durkheim, mais par exemple, il a l'accent gascon. Il est impensable de le nommer au-dessus de la Loire parce que ça se passerait très mal. Sur le cas de Durkheim, on a un commentaire sur le fait que sa calvitie montre que c'est quelqu'un de très intelligent parce qu'il s'est beaucoup usé le cerveau. Donc là, on a une vraie épaisseur humaine en fait sur des documents dont on pourrait attendre un ennui profond et mortel. En fait, non. Chaque soutenance est une bataille en fait qui se mène. Alors parfois, elle est perdue d'avance, parfois elle est gagnée d'avance, mais avec les rapports, on peut démêler des choses, en fait. Je prends un autre rapport que j'avais pu lire, c'est le rapport sur la soutenance de thèse
de Michel Foucault, où manifestement un des membres du jury, je ne donnerai pas de nom parce qu'il ne faut pas, explique à Michel Foucault qu'il a vraiment rien compris à Kant. Et donc ça permet de relativiser le côté gloire, qui viendrait tout seul au candidat, etc. Oui, c'est quand même un rite de passage. C'est quand même un rite de passage. Ça peut être un peu douloureux, comme l'adoubement, on prend un coup sur l'épaule. Tout à fait. C'est pas exactement pareil sur toutes les disciplines, mais par exemple, les philosophes sont vraiment des chiens entre eux. Et je trouve que ça, pour des doctorants actuels, ça a un côté assez libérateur de se rendre compte que quelqu'un comme Michel Foucault, quelqu'un comme Merleau-Ponty, c'était pas tout cru. C'était pas tout cuit plutôt. C'était vraiment pas donné. Et eux aussi ont dû ferrailler. Et donc finalement, si on ferraille, c'est pas grave. Ça fait partie du jeu, quoi. Et je pense que il y a un côté un peu éthique, moral, je sais pas, moralisateur, c'est un peu trop moralisateur de le dire comme ça, derrière le bouquin, c'est-à-dire d'essayer d'expliciter les règles du jeu. Parce que le doctorat, finalement, cristallise plus de 200 ans de règles dites, mais non dites, mais un peu dites, mais pas trop dites. Et là, l'idée, c'était de montrer qu'en fait, d'une part, ces normes sont assez contingentes, en fait, et d'essayer au maximum de les expliciter pour les doctorants. Je me souviens d'une anecdote dans l'autobiographie de Pierre Goubert, l'historien de Beauvais au XVIIe, où il raconte qu'en soutenant Fernand Braudel, lui avait dit quelque chose du style « Je n'aime pas beaucoup les monographies régionales », et Goubert lui aurait répondu « Et moi, j'ai peu de goût pour les étendues liquides ». Allusion à Braudel, qui évidemment avait fait la Méditerranée. Bon, voilà, il y a évidemment des tensions qui sont intéressantes aussi parce que ça révèle que pour un certain nombre de gens, la thèse, c'est quand même le marchepied, soit individuellement pour des femmes, par exemple, qui vont acquérir quand même, là aussi, une forme de statut plus respectable, soit pour des disciplines, la géographie, qui se fait sa place, la science politique dans la deuxième moitié du XXe siècle, l'histoire de l'art. Voilà, il y a toute une série de thèmes comme ça dans le livre où on voit que la thèse et le doctorat, et que à pouvoir nommer des docteurs de telle discipline, c'est dire on est là, on existe. Oui, tout à fait. La preuve que vous êtes une discipline autonome, c'est que vous êtes capable, pas uniquement de produire du savoir, mais de reproduire les savants, en fait, de pouvoir vous reproduire comme groupe. Et c'était un problème fin 19e, vous avez tout à fait raison, avec la sociologie, Durkheim, mais aussi la géographie, l'histoire, mais c'est encore un problème extrêmement actuel. On voit bien avec l'article d'Antoine Didier dans l'ouvrage sur les écoles d'art, c'est-à-dire que les écoles d'art, elles ont besoin de docteurs pour des questions de légitimité académique. Mais c'est quoi une thèse en art ? Et pas une thèse en histoire de l'art, mais une thèse pour quelqu'un capable de produire de l'art. Pas en théorie de l'art, pas en philosophie de l'art, mais en art. Donc il s'agit, encore aujourd'hui, vous avez des enjeux. En architecture, ils ont d'ailleurs des problèmes assez comparables. Si vous voulez être une discipline académique à l'égal des autres, il faut que vous ayez trouvé un moyen pour attribuer des doctorats. Là-dessus, chaque discipline a ses propres défis. L'histoire de l'art, l'un des problèmes, typiquement, c'est d'avoir des gravures, c'est d'avoir des reproductions. Une des premières thèses en histoire de l'art, c'est celle, alors j'oublie le nom de l'auteur, mais c'est sur Hokusai. Vous savez, on connaît bien l'estampe du tsunami d'Hokusai. Il n'y a pas une gravure. Et alors on se demande qu'est-ce que le jury a pu se représenter de l'œuvre d'Hokusai, qui est à fin 19e, tout est au Japon, enfin il n'y a pas grand-chose en France, à lire une thèse très intelligente, mais qui ne montre pas les œuvres. Et les premières thèses de géographie, il y a une carte, 2 cartes, parce que c'est extrêmement cher, en fait. Mais ils arrivent quand même à mobiliser et à arriver à se défendre. Les enjeux de la science politique sont encore plus compliqués. Donc, C'est intéressant parce que ça touche aussi, au fond, à un des paradoxes de la thèse et de ces règles non écrites dont vous parlez, qui est que la thèse doit produire du neuf, mais dans un cadre ancien et déterminé. La thèse doit être examinée par des gens qui savent, mais qui par définition ne peuvent pas savoir ce qu'il y a dans la thèse. Donc comment ils peuvent valider ce qu'il y a dans la thèse, sachant que la thèse est censée produire ce qu'eux-mêmes ne savent pas. Là, il y a quelque chose qui est quand même la quadrature du cercle. C'est l'examen où le jury est censé en savoir moins que le candidat. Et c'est vrai que là, socialement, il y a quand même quelque chose sur lequel on est en droit de s'interroger. On est en droit de s'interroger. Et de fait, on voit... Quand on prend la thèse de Maspero, par exemple, en 1877, qui est la première thèse d'égyptologie, on voit que le jury a quelques difficultés, parce que le candidat lit les hiéroglyphes, met des notes en bas de page en hiéroglyphes.
Le jury, le jury a quelques difficultés. Alors heureusement, il y a des choses sur les Ptolémées, donc à voir. Voilà, il y a une partie des sources qui sont en grec. Ouais. Voilà, une partie des sources qui sont en grec, donc ils voient que c'est sérieux sur le grec, c'est bon. Et puis ils font venir un Joseph Daniel Guignot, qui est un respectable prof au Collège de France et qui lit un peu l'hiéroglyphe, donc qui valide après derrière. Et d'ailleurs, ça leur a posé énormément de problèmes parce que vu que c'était une prérogative des collègues de la Sorbonne, d'être obligé de demander à quelqu'un de traverser la rue Saint-Jacques a été un enjeu politique fort, mais bon, on était un peu obligé. Ça, c'est une vraie question, et c'est d'ailleurs ce qui mène progressivement les jurys à faire rentrer des extérieurs à la faculté, parce que c'est aussi, encore aujourd'hui, le seul diplôme où plus vous avez d'extérieurs à l'établissement qui accorde le diplôme, plus vous avez d'extérieurs à cet établissement dans le jury, mieux c'est. Bon, il faut qu'il y en ait au moins un. Mais si vous avez que des enseignants du même établissement dans le jury, bon, je ne sais même pas s'il y a des endroits où c'est encore légal, mais tout le monde va dire c'est un jury de copains et la thèse n'est pas bonne. Et plus vous allez les chercher loin, mieux c'est. Et ça, finalement, pourquoi, je dis n'importe quoi, l'Université de Paris 1 délègue à des gens qui peuvent être profs à Harvard ou à Strasbourg le droit d'accorder un diplôme en son nom. Et en fait, c'est pour résoudre ce problème-là. Et ça a été très long, ne serait-ce que de demander à... Typiquement, longtemps, le problème, c'est le Collège de France. Quand on pense que Langevin, par exemple, qui est un physicien très célèbre dans les années 20, 30, 40 en France, il explique que de sa vie, il a été dans un jury de thèse. Qui était professeur au Collège de France, et c'était le jury de thèse de Louis de Broglie, parce que le jury ne la comprenait pas, et donc ils lui ont demandé. Sinon, tout le reste, c'était très marginalisant pour un certain nombre d'institutions de se retrouver sortis des jurys de thèse, parce que c'était le pouvoir, les façons dont une discipline pouvait s'ancrer et se perpétuer. Dans le livre, à plusieurs endroits, on voit qu'il y a une séquence particulièrement intéressante, celle des années... on va dire 1950 à 1980, pour plein de raisons, notamment parce que c'est une période de massification universitaire. Et paradoxalement, il y a un truc que j'arrive pas bien à comprendre. Massification universitaire, on a besoin, vous le dites, de beaucoup plus de doctorants qu'avant pour faire tourner les labos notamment, mais c'est aussi en France, en histoire en tout cas, le moment où les thèses s'allongent démesurément, on fait des thèses d'État qui sont des trucs qui occupent les gens pendant 20 ans. Donc il y a un truc un peu paradoxal, à la fois on a besoin de beaucoup de gens, mais en même temps on les fait travailler encore plus longtemps, alors on exige encore plus de choses qu'eux. Comment ça fonctionne? On veut bien beaucoup de gens, mais on veut bien beaucoup de gens qui restent maître assistant et pas qui passent au professorat. Bon, là je le dis un peu de manière provocatrice, même pas tant que ça. Après, il y a un enjeu, je dirais, c'est très différent d'une discipline à l'autre, c'est ça que je veux dire. Parce que l'un des enjeux, à partir de 1954, on crée la thèse de troisième cycle, qui est une thèse théoriquement plus courte. Normalement, ça ne doit pas dépasser 2 ans au début, puis 3 ans, une thèse de troisième cycle. Et donc, la grande question après va être, est-ce que dans ta discipline, ce qui est important, c'est d'avoir fait une thèse de troisième cycle, ou est-ce que dans la discipline, ce qui est important, c'est d'être agrégé? Et là, typiquement, les choses vont jouer différemment. En sciences physiques, etc., l'agrégation, c'est sympa, mais c'est moins valorisé que d'avoir fait une thèse de troisième cycle. Et donc, finalement, puis les thèses de doctorat vont rester plus courtes, c'est 5-6 ans. Donc, on a un système qui se massifie comme ça, à ce niveau-là. Dans les disciplines, disons, DSHS, mais classiques, c'est-à-dire histoire, philo, latin, grec. La grecque va peser de tout son poids, et finalement, on va exiger... comme si tout se passe comme si, comme dirait l'autre, tout se passe comme si on ajoutait à l'ancienne thèse d'État, en plus une thèse de troisième cycle à la fin. Donc ça fait des monstres. Mais les disciplines qui, par exemple, n'avaient pas d'agrég, comme la socio ou la psycho, sont pas embrigadées dans ces thèses qui faisaient 25 ans. Donc... Alors, je dirais pas que tout est de la faute de l'agrég, mais parce que sinon je vais me faire. Mais en fait, il faut le penser comme un système. On peut difficilement penser le doctorat d'État tout seul, surtout dans ces années-là. Il faut le penser en lien avec l'agrég, il faut le penser en lien avec le doctorat de troisième cycle. Il faut aussi le penser en lien avec ce qu'on appelle le doctorat d'université qu'on a créé à la fin du 19e siècle, qui était censé être réservé aux étudiants étrangers, qui était censé être plus facile à avoir. Évidemment, quand vous avez des doctorats qui sont censés être plus faciles, celui qui est censé être plus difficile, il est un peu dans là aussi une course aux armements permanente pour ne pas se retrouver assimilé. Je disais tout à l'heure que
un bon compliment qu'on peut faire aujourd'hui à une thèse qu'on dirait nouveau régime, même s'il a 40 ans le nouveau régime. Mais une thèse nouveau régime, c'est que c'est une thèse d'État, mais la pire critique qu'on puisse faire à une thèse d'État, c'est que c'est une thèse de 3e cycle. Et donc, si vous voulez absolument éviter de vous retrouver rabaissé sur votre thèse d'État, vous êtes obligé, vous êtes dans une course en avant, quoi. Et finalement, comment sortir de cette course en avant? C'est ce qui se passe entre 84 et 88. On supprime le doctorat d'État et on le remplace par l'HDR. Alors bon, c'est un complot des physiciens. Je vais pas dénoncer sur ce passage à l'HDR. Et ça aussi, c'est quelque chose qui a travaillé. C'est d'ailleurs ce qu'on est en train de faire avec 2 collègues, Étienne Borde qui vient d'être recruté à Créteil et Julien Barrier qui est à l'ENS de Lyon. On est en train de travailler sur cette naissance de l'HDR parce que finalement, on le voit bien dans le livre itinéraire par exemple. Les historiens vivent la mise en place, la mort du doctorat d'État et le remplacement par l'HDR comme un choc exogène complet. Du jour au lendemain, il y aurait une espèce de coup de tonnerre dans un ciel bleu et le doctorat d'État serait disparu. Et puis, alors c'est vrai du point de vue des historiens, mais en fait, il y a des bonnes raisons de mise en place de l'HDR qui sont... Voilà, ce que vous l'avez rappelé, il y a la massification, donc les physiciens, les sciences expérimentales de manière générale encouragent beaucoup d'étudiants à faire des thèses de 3e cycle et des thèses de doctorat d'État parce qu'il y a des postes. Et puis en fait, après, au début du septennat Giscard, globalement, il y a une fermeture des postes. Mais eux, ils ont besoin qu'il y ait toujours des docteurs pour faire fonctionner les laboratoires. Donc en fait, ils vont transformer l'image sociale du doctorat c'est la première fois pour laquelle on a trouvé une source écrite où on parle du doctorat comme formation à la recherche par la recherche. C'est 1971. D'une part, ça ne nous rajeunit pas, mais ça naît justement là. C'est-à-dire qu'on essaie de transformer le doctorat en diplôme qui permet d'être professeur de faculté. Et les physiciens disent non, il faut que ce soit un diplôme certifiant une formation à la recherche. Et on va créer un autre diplôme derrière pour devenir professeur de faculté. Et ça, c'est ce que, globalement, les SHS, j'allais dire, n'ont pas forcément compris, mais elles avaient des bonnes raisons de ne pas le comprendre, parce que leurs enjeux n'étaient pas les mêmes. Un laboratoire d'histoire, je sais que c'est cruel à dire, mais si on n'a plus de doctorants dans un laboratoire d'histoire, le laboratoire continuera à produire des articles pendant quelques années. Un laboratoire de physique, il n'a plus de doctorants, il ne publie plus rien. Hein. Et là, il y a une différence dans le mode de fonctionnement qui se répercute et qui fait que la réforme s'appliquant sur toutes les disciplines, voilà. Juste avant cette réforme de 1984, de la thèse dite Nouveau Régime, il y a une évolution quand même importante. J'ai appris en vous lisant que la fonction de directeur de thèse, elle s'est institutionnalisée finalement de manière très récente, en tout cas pour la plus grande partie des thèses. Il y en avait déjà qui avaient un peu cette forme-là, mais que c'était finalement pas quelque chose qui avait toujours existé. Oui, ça c'est marrant. Enfin, c'est marrant. Parce que dire à un directeur de thèse qu'en fait on peut faire une thèse sans directeur de thèse, de nos jours, me regarder avec des gros yeux en disant non, de tout temps, voilà. Alors qu'en réalité, oui, pour le doctorat Eslet, ça devient officiel en 69. D'ailleurs, sans vraiment faire exprès, c'est ça qui est assez amusant. Et en 74, c'est généralisé à tous les doctorats, puisque avec la réforme Edgar Faure, on est obligé d'harmoniser toutes les règles du jeu, puisqu'il n'y a plus d'ordre de faculté, il y a des universités pluridisciplinaires, donc il faut que tous les doctorats fonctionnent de la même façon. Et donc tout le monde a un directeur de thèse officiel. Ce qu'il y avait avant, c'était des logiques de patronage. Parce que le parcours institutionnel jusque-là d'un doctorat, c'était vous écriviez votre bouquin, votre thèse, vous l'envoyiez au doyen de l'ordre de faculté concerné, le doyen désignait parmi les professeurs celui qui était le plus compétent. Ce professeur compétent écrivait un rapport vous autorisant ou pas à la soutenance. Évidemment, si vous étiez malin, et au lieu de travailler 10 ans tout seul et de prendre le risque de vous faire refuser, vous preniez premier contact le plus tôt possible avec la personne qui allait vous écrire statistiquement allait écrire le rapport, et vous lui demandiez des conseils, monsieur le professeur, qu'en pensez-vous, si jamais je proposais, etc. Alors, il y avait un côté mafieux, faut le dire clairement, mais il y avait aussi un intérêt, c'est que vous n'étiez pas obligé de passer par là. Valait mieux quand même. Mais ça ne vous empêchait pas d'en avoir 3 ou 4 des mentors. Comme ça. En général, ils étaient assez peu exclusifs. Et c'est quelque chose qui peut nous étonner quand on voit, par exemple, ce qui se passe chez les sociologues dans les années 50, où on voit Bourdieu qui commence une thèse avec Canguilhem, puis qui passe chez Aron, puis on se dit, mais pourquoi ils ne se sont pas vexés ? Parce qu'en fait, il y avait pas c'était pas l'enjeu, en fait.
c'était pas l'enjeu. Oui, il ne touchait pas d'argent d'ailleurs non plus. Non, c'était pas du tout. Et c'était même à peine recensé. Le doyen. Certaines dérives récentes peuvent nous y faire penser. Ouais. Mais en fait, ce qui est apparu au début du XXe siècle, c'est manifestement les doyens ont commencé à avoir des registres de sujets de thèse. Mais pas du tout par des obligations réglementaires, mais en se disant pour éviter qu'il y ait des candidats qui pendant 10 ans travaillent sur le même sujet et s'en rendent compte au bout de 10 ans. Donc il y a eu des coordinations informelles qui se sont mises en place. Alors ça, c'est l'ancêtre du fichier général de thèse qui est né en 1986, mais en fait c'est une préoccupation de longue date. Tout à fait. On va se retrouver avec 2 personnes qui font le recrutement des légions sous Claude, et du coup ils seraient tous les 2 embarrassés 10 ans plus tard. Oui, bien sûr. Au début ça se faisait parce que les doyens restaient en poste très longtemps, et donc c'était le doyen de la Sorbonne qui savait en gros qui en France travaillait sur quoi, et comme ça évitait qu'il y ait les concurrences. Puis après progressivement il a fallu bureaucratiser le système, et c'est pareil pourquoi on a mis par écrit la direction de thèse, parce que il y a un moment on arrivait, la massification du système fait que la dimension informelle pouvait plus tenir. Puis ça voulait dire aussi pour nous c'est quelque chose d'extrêmement exotique. Pourquoi le rapporteur c'est votre directeur de thèse? Aujourd'hui, c'est complètement interdit. Le rapporteur, ça doit être quelqu'un le plus loin possible de votre directeur de thèse. Alors que là, c'était jusqu'aux années 80, c'était pas du tout le cas. Mais ce qui est génial, c'est qu'en fait, on voit que les manières de faire de la science, prétendument changées immémoriales, changent profondément. Il y a un truc, je me suis posé la question en vous lisant, mais j'ai peut-être pas bien lu pour trouver la réponse, mais les mentions honorifiques, je crois qu'à partir de 2016, il n'y en a plus. On dit, vous êtes docteur ou vous ne l'êtes pas, mais pendant un certain temps, on a pu avoir la mention honorable, très honorable, les félicitations ou pas, etc. Est-ce que c'était vraiment un enjeu ou est-ce que finalement tout ça se passait quand même entre gens qui savaient que les jeux étaient faits à l'avance? Est-ce qu'on a des exemples pour réfléchir à cette question? C'était un enjeu. C'était un enjeu clairement. Alors à l'origine, et ça c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup de mal à en savoir un peu plus, mais à l'origine visiblement le jury votait avec des boules soit noires, soit blanches, soit rouges, qui était le système au baccalauréat, qui était le système à la licence. C'est peut-être encore dans un placard de la Sorbonne quelque part. C'est peut-être encore dans un placard. Si quelqu'un trouve un jour les boules blanches, rouges et noires, les boules avec lesquelles les boules avec lesquelles ils votaient. Alors on n'a pas vraiment les résultats. Par contre, ce qu'on a jusqu'aux années 1880, c'est est-ce que la personne a eu le doctorat à l'unanimité du jury ou juste a eu le doctorat. Moi, je pense qu'il y avait le ministère devait savoir le détail des boules, puisque c'était blanche, c'était bien, rouge, c'était moyen, et noir, c'était pas bien. Et donc, vous avez un jury, imaginez 6 personnes, vous pouvez avoir 2 noirs, 2 rouges, 2 blanches, tous les calculs qu'on peut imaginer derrière. En plus, ça, c'est dans les facultés simples, parce que visiblement, en pharmacie, par exemple, ils avaient 5 boules. La noire et rouge, la rouge et blanche et la blanche. Enfin bon, il y avait des systèmes... Après, faire un bière. Oui, tout à fait. Il y avait visiblement un système assez compliqué, qui, à partir des années 1880, est remplacé par passable, honorable, très honorable. Très rapidement, tout le monde a très honorable, donc... On ajoute avec les félicitations du jury, qui est écrit sur un rapport de thèse, qui est en fait une réminiscence de cette unanimité qui était juste avant. Alors la question de... Là, il y a un effet d'inflation, c'est-à-dire que dans les années 1880, on voit des gens qui ont des postes avec des thèses honorables, et pas très honorables. Au début, c'est donné très, très, très parcimonieusement, en particulier sous le règne de Louis Liard. Il y a des gens qui obtiennent des chaires avec des thèses honorables. On ne citera pas de nom pour gêner personne. Si Jean Giraud, par exemple. Jean Giraud qui était professeur à Besançon, donc j'ai le droit qui avait eu la mention honorable. Et par contre, après, on voit bien qu'à partir de l'entre-deux-guerres, la mention honorable, c'est vous flinguer la carrière. C'est que derrière vous... Et on a quelques cas, d'ailleurs, de gens qui ont une thèse honorable. Un élève d'Albert Mathiès, là, je ne vais pas donner le nom, mais un élève d'Albert Mathiès qui a eu une mention honorable, qui n'arrive donc jamais à avoir un poste derrière. Et on a des courriers d'échange, par exemple, avec un respectable byzantiniste de la Sorbonne, qui explique, mais moi aussi j'ai eu la mention honorable, je ne comprends pas pourquoi vous n'arrivez pas à être élu. Parce qu'il y en a, voilà, la macule, quoi, enfin, le poids que ça fait peser, en fait, a changé d'une génération à l'autre, d'avant la Première Guerre mondiale à après la Première Guerre mondiale, en gros, parce qu'on a une fermeture du système et une concurrence beaucoup plus forte. Voilà, et puis après, voilà, pour donner juste, là, pour revenir à mes bons vieux physiciens, sur 3000 physiciens qui soutiennent un doctorat et sciences entre 45 et 68, il y en a 6 qui ont eu une mention honorable.
Et donc, 2990, c'est des brouettes qui ont eu très honorable. Et donc déjà, dès ce moment-là, la mention, finalement, on gardait juste le honorable pour... D'ailleurs, quand on regarde dans le détail, c'est souvent des gens, c'est triste à dire, mais des étrangers qui avaient des bourses très limitées dans le temps, souvent des Brésiliens. Je ne sais pas pourquoi, mais le gouvernement brésilien ne finançait que 2 ans. Donc il fallait que la thèse soit expédiée en 2 ans, 3 ans maximum. Et donc forcément, elles étaient un peu bâclées. Et donc ceux-là, on mettait un peu thèse honorable, mais pour marquer le fait qu'elles étaient bâclées. Mais c'était... Et donc finalement... Après, on a rechangé le système et puis on était reconfronté au même problème récemment. Et donc, la suppression de ces mentions, moi, je suis d'accord. Enfin, je veux dire, finalement, dès qu'on les crée, il y a une telle inflation derrière qu'en fait, le signal perd toute sa valeur extrêmement rapidement. Alors, on ne peut pas évidemment entrer dans tous les enjeux et on invite vraiment à aller voir le livre, soit pour les gens qui encadrent des thèses, les gens qui sont dans des thèses, qui se destinent à des thèses, ou juste les gens comme moi qui aiment passer du temps sur thèse.fr à leurs heures creuses. Voilà, c'est un de mes grands passe-temps. C'est vraiment passionnant, et notamment pour la postface que vous écrivez, dans laquelle il y a toute une série de réflexions sur finalement qu'est-ce qu'il faudrait faire si on veut bien réformer les thèses. Alors, vous l'avez dit, c'est trop tôt pour avoir des conclusions définitives, mais malgré tout, il y a une chose qui ressort de votre texte, c'est que le one size fits all, l'idée qu'il y a un modèle dans le cas du LMD et que le D doit être le même partout en France pour toutes les disciplines, aligné sur des standards avec des guillemets internationaux, etc., que en fait ça peut pas vraiment marcher, c'est pas forcément ça qui produira de la bonne science. Et du coup, en vous lisant, je me suis dit, est-ce qu'on peut pas soit inventer, soit reconnaître les rares efforts pour faire des thèses un peu autrement. Par exemple, on pourrait faire des thèses à plusieurs. Il y a une disposition qui dit qu'une thèse n'est pas forcément tout seul, que certains cas de figure le permettraient. Je me souviens aussi de Serge Tisseron, qui a fait une histoire de la psychiatrie en BD. Il a soutenu sa thèse sous forme de BD. Voilà, autrement dit, la thèse qu'on connaît très normée, elle pourrait peut-être ne pas l'être. Ah oui, mais la thèse collective, c'est autorisé depuis 69. En fait, la thèse collective, ça fait 60 ans qu'on a le droit de le faire. Et c'est très rare. C'est très rare quand on regarde d'ailleurs. C'est peut-être pas conseillé par les directeurs pour le coup. C'est pas conseillé par les directeurs. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'en général, ces thèses collectives, soit c'est mari et femme, soit c'est 2 femmes. J'ai jamais vu. Il y a une dimension genrée là-dedans qui est assez intéressante. Mais il faudrait essayer de regarder ça systématiquement. Mais il y a une double thèse comme ça sur l'histoire de la société des agrégés où c'est mari et femme. Mais oui, non, mais moi, là-dessus, ma grande question est plutôt qu'est-ce qu'on a gagné à essayer de normaliser ? Qu'est-ce qu'on a gagné à essayer de normaliser ? Je ne suis pas sûr qu'on soit plus lisible par des employeurs si on a fait sa thèse en 3 ans ou en 4 ou en 5. Alors évidemment, je pense qu'il y a un moment, il faut poser des limites. Faire des thèses en 10 ans, c'est pas un bon modèle. Mais de fait, il me semble qu'il y a quand même 2 gros... Les disciplines, soit elles ont acclimaté le système de la thèse projet, c'est-à-dire on fait sa thèse, mais le sujet a été pensé par le directeur de thèse, etc. C'est des sciences expérimentales, etc. Mais c'est aussi la psycho, par exemple, pas toute la psycho, mais une partie de la psychologie pour les SHS qui fonctionne comme ça. La géographie aussi fonctionne beaucoup comme ça. Donc c'est pas une opposition sciences-lettres. Là-dessus, je suis chiant. Et il y a des disciplines où on est encore dans la thèse œuvre, c'est-à-dire on fait sa thèse parce comme on fait une première œuvre de savant. Bon, est-ce que c'est grave ? Moi, ça me semble pas grave. C'est peut-être parce que je suis un sale anarchiste, mais ça me semble pas grave. S'il y a des disciplines qui estiment qu'elles ont besoin de gens qui ont fait une thèse œuvre, pourquoi pas ? Et d'autres qui ont besoin de thèse projet, pourquoi pas ? Pourquoi essayer qu'est-ce qu'on a gagné ? Ma grande question, c'est qu'est-ce qu'on a gagné ? Est-ce que c'est vraiment plus lisible par les autres ? Un employeur qui veut embaucher un docteur en physique, il cherche un docteur en physique, il cherche pas un docteur dans l'absolu, quoi. On cherche rarement un docteur dans l'absolu, on cherche un docteur dans une discipline. Donc, ce qui compte, c'est d'avoir respecté les règles du jeu de la discipline. Et pas sa force à mettre en place toute une machinerie bureaucratique de contrôle de tout ça, de contrôle des durées, de contrôle... Est-ce que cette bureaucratie-là, elle a permis de faire de la meilleure science ? Moi, c'est ça la question que je pose. Ou est-ce que c'est des efforts qu'on ferait pas mieux de mettre à un autre endroit ? Ça, il me semble que ça vaudrait la peine d'y réfléchir. Mais bon, je vais me faire disputer, je sens bien. Mais Mais c'est ça qui est bien, c'est qu'on va pouvoir discuter de ce livre et le prolonger de plein de manières. Pour prolonger, est-ce que vous avez envie de conseiller quelque chose à lire aux gens qui nous écoutent ? Alors oui,
je vous incite fortement, en particulier les doctorants, à lire Les Rogatons de Boulet, c'est le dessinateur, parce que ça revient sur ces difficultés, il y a une dimension autobiographique évidemment, sur les difficultés d'un jeune dessinateur, et je pense que les difficultés d'un doctorant sont étonnamment semblables à celles d'un jeune dessinateur. Ça permet de surmonter le moral, et puis c'est bien, et puis c'est sympa, et puis je pense que comment dire, c'est le travail créateur en fait entre musiciens, dessinateurs, artistes et doctorants, finalement, il y a quand même des dimensions, quand même des dimensions propres. Et si on veut valoriser le doctorat, il me semble que réfléchir à la dimension créative qu'il y a derrière, c'est ça qui est intéressant. Et donc de voir les défis auxquels les autres professions créatrices peuvent être confrontés et se rendre compte qu'on a les mêmes et qu'on n'est pas tout seul. Merci beaucoup Pierre Verschoen. Je rappelle le titre du livre, La thèse et le doctorat, socio-histoire d'un grade universitaire. Donc édition de la Sorbonne et presse de l'Université de Franche-Comté et également Open Édition. Merci d'avoir écouté l'émission. Rendez-vous sur le site parolehistoire.fr pour retrouver l'intégralité des épisodes et des séries thématiques. Rendez-vous également une semaine sur deux le vendredi avec Alexandre Jublin sur le fil du collimateur pour le podcast L'histoire de la guerre et des conflits armés, le fil de l'épée. N'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire sur le podcast, notamment sur iTunes ou Spotify. Et à bientôt pour un nouvel épisode.